aujourd'hui, mardi, plutôt une super journée pour commencer une nouvelle vidéo. Le paysage est juste magnifique, je vous montre. Voilà, on est face à ça. Je suis calée au soleil avec une petite tisane, un bouquin. Là en ce moment je suis là-dedans, Wuhan, ville close de Fang Fang, édité chez Stock. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien foutu. J'avais peur de me replonger dans l'épidémie par le biais d'un journal comme ça, où en gros du coup l'écrivaine Fang Fang a décidé d'écrire au jour le jour un petit peu les étapes de l'épidémie à Wuhan. Et au final, c'est pas pire, c'est plutôt bien foutu. Je parle pas tellement fort parce que j'ai mon petit garçon qui dort pas loin. Et voilà, donc je vais continuer à kiffer, commencer cette vidéo sur ces images. Je dis que c'est plutôt canon. On est vendredi et je voulais vous prendre absolument pour vous parler d'une lecture en cours. J'ai quitté Wuhan, le témoignage de l'écrivaine Fang Fang au moment du début de l'épidémie là-bas. Et j'ai voulu un petit peu quitter cet univers, même si c'est un livre, comme je vous le disais, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et c'est très intéressant de voir le début de l'épidémie à Wuhan du point de vue d'une écrivain qui n'est pas du tout politisée, même si forcément il y a certains textes qu'elle a écrits, elle explique très bien dans son bouquin, qui ont été censurés, qui ont été supprimés de la toile. Toujours est-il que le point de vue est vraiment très intéressant et je vous en reparlerai un petit peu plus longuement quand je l'aurai terminé. Mais j'ai surtout commencé le prochain Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi, qui sort le 11 mai prochain. Je n'arrive pas à le lâcher. Je l'ai commencé hier soir, j'en suis déjà à la moitié. Je n'arrive pas à le lâcher. J'adore en fait. J'adore vraiment, donc je voulais vous prendre 30 secondes pour vraiment vous en parler. Attendez, 2 petites secondes, j'ai mon Peggy-Boo. Ne se voit pas, qui ne se devine pas. Et d'ailleurs Julien, le père, à un moment dit dans le roman à sa femme, j'aurais presque préféré en fait qu'elle soit en fauteuil roulant. Au moins les gens n'auraient pas eu cet air surpris et ahuri à la voir faire des crises complètement dingues parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, parce que elle a des pensées obsessionnelles, etc. Et c'est vrai que c'est à la fois très dur. Les propos du père sont à la fois très durs et en même temps, eh ben, on ne peut que les comprendre. Alors après, c'est sûr que Claire est dans le rôle de la mère. Enfin, en fait, comment vous expliquer? En fait, le roman aborde plutôt, je dirais, la relation de couple quand on a un enfant handicapé. Et comment, déjà qu'un enfant de base prend énormément de temps, c'est très énergivore, et forcément comme on les aime, éperdument on a tendance à organiser nos vies autour d'eux. Et d'autant plus en fait quand on a un enfant handicapé. Et c'est ce qui se passe en fait dans le couple de Claire et Julien, c'est qu'à un moment Julien du coup part, je vous raconte pas hein, puisque ça c'est vraiment, ça se passe au début, on l'apprend au début que Julien quitte le foyer puisqu'il ne s'y retrouve plus, qu'il a besoin de temps pour lui, pour se retrouver. Et petit à petit on comprend qu'en fait c'est un père qui ne sait pas vivre et qui n'arrive pas à vivre avec le handicap de sa fille. Donc forcément c'est un coup dur pour Claire qui fait tout pour sa fille. En parallèle il y a aussi du coup l'histoire des parents de Claire qui ont eux aussi des difficultés, qui tiennent un magasin dans lequel Claire travaille. Il y a aussi toute la relation que Claire entretient avec elle-même. C'est une femme qui a eu tendance à s'oublier depuis la naissance de sa fille et qui du coup se rapproche d'une association qui s'appelle À Cœur Ouvert pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et du coup c'est vrai que de prime abord elle rencontre des parents qui justement sont confrontés à un handicap plus visible de leurs enfants, comme la trisomie 21 par exemple. Et c'est vrai qu'au tout début elles ne se retrouvent pas dans leurs histoires. Voilà, donc on est autour de ces thématiques du handicap, comment le handicap d'un enfant
est vécu par le couple et vécu par l'enfant, puisque bien entendu Pauline, on suit hein, ce personnage qui est du coup confronté aux railleries de ses camarades, aux moqueries. Voilà, là elle va fêter son anniversaire et au final sur toute sa classe il n'y a que 2 enfants qui acceptent de venir à son anniversaire, et en plus c'est 2 enfants dont les parents sont très bons amis. Donc voilà, c'est toutes ces thématiques, c'est très émouvant. En fait, moi j'avais peur d'un roman grave et larmoyant. Et en fait, pas du tout. Il est bourré de positivité, et puis bah, c'est la touche Sophie Jomain en fait. Donc il arrive à aborder un sujet, pour le coup du coup, grave et lourd, mais en y mettant ce qu'il faut d'étincelles. Et ça passe nickel, et on n'a pas l'impression non plus qu'elle reste en surface du sujet, absolument pas. Donc vraiment une petite pépite, M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain, qui sort le... Pardon, j'ai presque plus de batterie, je vais faire vite histoire de ne pas me retrouver sans batterie comme la dernière fois. Donc vraiment à lire le 11 mai, précipitez-vous, il est vraiment chouette, une petite pépite. Dimanche, aujourd'hui je vous ai pas pris hier et pourtant ça a été une grosse journée lecture. Après M'asseoir 5 minutes avec toi, le prochain Clarisse Sabar, j'ai enchaîné sur celui-ci, Origami Blues de Sarah Klein, également édité chez Charleston, qui sort le 11 mai. Je l'ai trouvé chouette, je l'ai moins aimé que Clarisse Sabar. Ah bah ça y est, je repère ma voix. Ah là 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 là, j'arrête pas de tomber malade, et puis j'ai mon petit garçon qui est complètement malade, du coup forcément bah voilà, c'est à mon tour de nouveau. Du coup je l'ai un peu moins bien aimé que celui de Clarisse Sabar. Origami Blues, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'histoire de Florence, qui est spécialisée dans la création en origami, et qui du coup a une petite boutique en fait où elle vend plein de papiers de plein de coloris différents et plein de motifs différents, et les gens vont chez elle pour du coup récupérer des fournitures pour faire de l'origami ou... Oh, excusez-moi, j'ai entendu un peu. Ou toute autre chose. Origami Blues, du coup c'est ça, donc c'est l'histoire de cette femme. On comprend qu'elle a eu une histoire très particulière dans son enfance avec un ado qui s'appelait Priam, avec qui elle était au collège et au lycée je crois. Enfin ça a été vraiment son amour de jeunesse, sauf que on comprend que au moment où se passe le roman, elle n'a plus aucun contact avec ce Priam, mais on ne sait pas pourquoi, et on va le deviner au fur et à mesure du roman. Donc il y a le roman en fait qui est écrit de façon lambda comme ça, et à certains moments on a des petits paragraphes, comme ici par exemple, des petits paragraphes en italique, où en gros c'est des petits morceaux de puzzle qui vont nous aider à reconstituer cette histoire qu'elle a eue avec ce fameux Priam, et qui va nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Attendez, 2 secondes, je vais fermer la porte, ça me perturbe. Excusez-moi, le fait que la porte soit ouverte, ça me perturbait. Et du coup voilà, donc c'est toute cette histoire de Florence. On sent que c'est une femme qui a une enfance vraiment très particulière, et qu'elle a un lien très fort avec cet amour de jeunesse Priam, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et au milieu de tout ça, il y a un étudiant, Raphaël, qui va débarquer dans sa boutique, un étudiant en mathématiques, et qui va du coup lui révéler que voilà, il est spécialisé dans l'art du kirigami. Vous savez, c'est ces cartes en fait qu'on ouvre et qui dévoilent un monument, ou qui dévoilent quelque chose qui jaillit comme ça. Et il est spécialisé en kirigami depuis l'âge de 9 ans, et du coup elle décide de l'embaucher pour ses talents. Et voilà, donc c'est un peu une histoire autour de ce trio, Priam, Raphaël, Florence. Et aussi va arriver du coup le nouvel amour de Florence, je n'ai plus son nom d'ailleurs. Comment il s'appelle? Qu'elle va croiser... Vincent, c'est ça, Vincent. Vincent qu'elle va croiser dans un bar, qui est genre le mec ultra gaulé, super beau, aucun défaut... Et du coup, en fait, elle va découvrir que ce fameux Vincent est en fait le témoin d'un couple qui se marie bientôt, qui a fait appel au service de Florence pour décorer en origami la salle du mariage, l'église, etc. Donc en fait, voilà, c'est un roman où il y a plein de personnages, et au final qui ont tous un lien plus ou moins fort les uns entre les autres.
Et du coup on va le découvrir ça au fur et à mesure. Donc en fait il est plutôt bien foutu, il y a des passages, il y a notamment un passage où en gros Raphaël et Florence discutent d'origami et ils mathématise complètement l'art du pliage. Si tu mets ça en angle droit, mais la pliure, que tu la retournes d'un quart, de machin, de trucs, il y a au moins 5 pages là-dessus. Très sincèrement, j'ai un peu sauté les lignes parce que ça me parlait pas du tout. Enfin voilà, il y a eu 2-3 passages comme ça où je trouvais pas super nécessaire. En fait, on sent qu'elle a voulu insérer dans son roman une espèce d'historique autour de l'origami, un truc un petit peu plus recherché, quelque chose de très informatif, et au final c'était absolument pas nécessaire, je trouve, pour ce roman. Donc voilà. Après il a eu le prix du livre romantique. Ouais, oui, pourquoi pas, mais c'est pas non plus un livre romantique. C'est une belle histoire, c'est une très très belle histoire, et j'ai versé 2-3 larmes à la fin. Quand on comprend un petit peu le lien entre tous ces personnages, on est assez... on se dit en fait il n'y a absolument pas de hasard dans la vie. Mais de là à recevoir le prix du livre romantique, j'ai un petit doute. Mais voilà, enfin très bon roman, donc que vous pourrez retrouver le 11 mai. Je vais regarder si je peux vous caler la couverture quelque part, voir si elle a déjà été diffusée sur le net, et à ce moment-là, je vous la colle quelque part parce qu'elle est assez jolie. Livre que j'ai également commencé hier et que j'enchaîne. Ce genre de livre où en fait vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous laisse tranquille pour lire. Ce genre de livre où vous êtes au boulot et en fait vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer. Limite vous êtes à 2 doigts de prendre votre voiture, de vous mettre sur le bas-côté pour lire en fait. Là typiquement c'est un peu l'effet de ce bouquin. Il s'agit du roman de Julien Messemaker, je pense que c'est comme ça qu'on lit, Messemaker plutôt. Le poison du doute. Attendez, hop là, voilà, là c'est mieux. Édité chez Je ne connais pas, Le Passage Thriller. Je ne connais pas cette maison d'édition. En gros, alors, résumer un thriller sans trop en dire. Il s'agit du coup de Margot Novak qui est en couple avec Philippe Novak. Ils vivent dans un petit village, ils ont un fils qui s'appelle Romain qui a 7 ans. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle a un cabinet d'infirmière avec Virginie qui du coup est devenue une amie et donc sa collaboratrice. Son mari Philippe Novak, lui, travaille dans une entreprise qui fabrique du mobilier en bois, si je ne me trompe pas. Et un jour, Philippe est convoqué à la gendarmerie. Alors grosse surprise, pourquoi Philippe est-il convoqué à la gendarmerie? Et en fait il se trouve que on va lui dire que il serait accusé de cambriolage puisque sa voiture et sa plaque d'immatriculation a été repérée à l'endroit où il y a eu plusieurs cambriolages et que c'est en gros le point commun de tous ces cambriolages, c'est sa voiture et sa plaque d'immatriculation. Donc il faut absolument pas d'où ça sort ce truc, enfin c'est trop bizarre. Donc il y a 2 gendarmes qui l'interrogent, dans son dos il y a une flic soi-disant qui ne dit rien, qui l'observe, enfin voilà, bon bref, il part. Et donc du coup, voilà, donc il s'inquiète pas plus que ça. Margot trouve ça vraiment très bizarre, mais ils disent que ça va se tasser. Et le lendemain, Margot retourne au travail et Virginie dit voilà, j'ai passé la soirée avec mon beau-frère, tu sais, il est à la gendarmerie, c'est quand même fou ce qui vous arrive, c'est quand même pas cool, c'est grave et tout. Puis Margot elle se dit quoi, grave, une histoire de cambriolage, ils sont plantés de voiture, enfin en quoi c'est... Mais si, attends, cette histoire d'assassinat et tout. Elle dit non mais... de quoi tu me parles? Et en fait, Virginie finit par dire à Margot que Philippe a été convoqué puisqu'il serait... Comment il s'appelle? Est-ce que c'est marqué dans le résumé? Que, en gros, les flics pensent que Philippe Novak serait... Est-ce que je vais retrouver le nom? Antoine. Moi, je vais pas retrouver le nom de famille. Je vais pas retrouver le nom de famille. Antoine quelque chose. Enfin voilà, qu'en gros les flics pensent que Philippe serait Antoine qui, il y a une quinzaine d'années, a commis un familicide. Alors je savais même pas que ça existait. Un familicide et en gros il aurait tué toute sa famille. Il serait parti. Excusez-moi.
Donc il aurait été toute sa famille et il serait tout simplement parti et il aurait disparu complètement en fait et personne ne sait où il est, a priori il ne se serait pas suicidé. Et en fait il y a Judith, une flic qui depuis le début de cette affaire de familicide enquête sur ce fameux Antoine et est persuadée que ce fameux Antoine est vivant. Elle ne sait pas où, elle ne sait pas comment c'est possible, elle ne sait pas sous quelle identité. Et un jour, elle reçoit en fait un appel anonyme de quelqu'un qui lui dit « Bah écoutez, moi j'ai fréquenté ce fameux Antoine qui a assassiné toute sa famille et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai croisé un homme et sans même voir cet homme, j'ai juste entendu sa voix et pour moi c'est la voix d'Antoine. » Donc Judith est persuadée que Philippe Novak est Antoine puisqu'il se trouve que Philippe est d'origine hongroise, qu'il a un passé assez... mystérieux, il travaillait dans une entreprise, il y a eu une explosion, il a été complètement défiguré, il est resté 1 an à l'hôpital, on lui a fait une greffe, on lui a reconstruit le visage et en gros elle est persuadée que derrière Philippe, derrière le visage de Philippe se cache ce fameux Antoine qui a tué toute sa famille. Voilà, et en fait donc l'auteur construit en fait son roman autour de 3 femmes. C'est ça, hein? Ouais, voilà. Donc Margot, l'actuelle femme de Philippe Novak, Judith, la policière, et Marianne, qui du coup est la femme assassinée de Antoine. Et par Antoine. Donc voilà, on a des bonds dans le temps, comme ça on retrouve Marianne, comment elle a rencontré... Ah, j'aime pas, il y a des bruits. Oh, puis alors, c'est une catastrophe parce que, excusez-moi, hein, mais sur YouTube, là, je suis tombée sur des vidéos de phénomènes paranormaux, de visites de châteaux avec des trucs étranges qui se passent. Ça me met un peu la tête à l'envers, ces histoires. Bref. Donc, du coup, voilà, c'est 3 points de vue de femmes. Et donc, on rencontre en fait cette Marianne qui, bah, du coup, aujourd'hui est morte, mais qui, du coup, a... rencontrer, enfin comment elle a rencontré Antoine, comment ils se sont plu, et en fait on revient un peu sur, j'imagine, hein, le comportement d'Antoine, et nous, lecteurs, du coup forcément on va être poussés, j'imagine, à faire une comparaison entre la personnalité de cet Antoine qu'on découvre à travers les yeux de Marianne, et la personnalité de Philippe qu'on découvre à travers les yeux de Margot. Et j'imagine qu'à certains moments, il va y avoir des rapprochements, genre typiquement, j'ai retenu que Antoine était un piètre danseur. Et j'imagine qu'à un moment, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un espèce de parallèle avec Philippe. Pareil, il y a déjà un parallèle où en gros, Antoine il appelait tout le temps sa femme, donc Margot, vers 14h30, 15h. C'est une façon de contrôler un peu la vie de sa femme. Et Philippe Novak fait exactement la même chose avec Margot. Et en même temps, à chaque fois on se dit, mais ça ne veut strictement rien dire en fait. Enfin... il y a peut-être plein d'hommes sur cette planète qui appellent leur femme au milieu d'après-midi juste pour savoir comment elle va. Enfin, peut-être pas tous les jours non plus, mais je sais pas, après ça peut peut-être faire partie d'un rituel. Mais du coup, voilà, on se pose beaucoup de questions. Et vraiment, là, pour le moment, on ne peut absolument pas dire si Philippe Novak est Antoine. Bon, j'imagine que oui, sinon, pourquoi écrire un livre sur ce Philippe Novak pour qu'à la fin, ce ne soit pas lui? Alors, c'est pour complètement nous tromper et monter une histoire sur un témoignage foireux, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis complètement dedans. Donc, Le Poison du doute de Julien Messmakers, si vous voulez quelque chose de très addictif, vraiment, celui-ci est très, très addictif. Je pense d'ailleurs le finir aujourd'hui. Réception hier de la part des éditions Charleston. Alors, j'ai déjà un petit peu entrevu sur Instagram, parce qu'il y a les filles Charleston qui ont publié la réception sur leur compte Instagram. Alors, on est sur quoi? Ouh, ça sent la tasse. En même temps, je vous dis, je le sais, je sais que c'est une tasse. Comment elle est, cette tasse? Ouh, elle est belle. Elle est vraiment trop chouette. J'aime beaucoup le graphisme. Il est indiqué quoi? Où que j'aille, mes héroïnes Charleston sont toujours avec moi. Hashtag Mars au féminin. Trop bien. Elle est vraiment trop jolie. Super. Et le Marie Vareille. Ainsi, gèle les bulles de savon qui sort le 19 mai. Certains choix nous définissent à tout jamais. Celui-ci en fait partie. À partir d'aujourd'hui, je veux bien écrire la 9e symphonie, sauver le monde d'une 3e guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida. On ne retiendra de moi
que cet acte innommable, j'ai abandonné mon bébé, toi mon minuscule amour, aux joues si douces, puisses-tu un jour me pardonner. Puisses-tu un jour me pardonner. Oh là 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 là, ça sent l'histoire d'abandon ça. Ça sent l'histoire d'abandon. Oh, elle a fait une dédicace à sa maman. À ma première lectrice et généreuse distributrice de violons, de câlins, de va dormir, ça ira mieux demain, experte en couleurs qui jurent et en tubes sans soudure, soigneuse d'échymose, pourfendeuse de toxoplasmose, à mon héros au sourire si doux envers et contre tout, bref, à ma maman. Oh, c'est trop mignon. Oh, je sens qu'il va être émouvant, ce roman. Ok, bon bah écoutez, je sais plus pour quand je dois lire. Je verrai. Mais en tout cas, voilà, le prochain Marie un sigel les bulles de savon aux éditions Charleston. Je vais vous quitter là-dessus. Je vais me lancer dans le montage de cette vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez été inspirés. Mais vraiment, je le redis, excusez-moi, mais ce livre, vraiment, si vous aimez les thrillers et que vous avez envie d'un truc addictif, je le redis. Lisez Le Poisson du Doute. Je vous ai pas parlé de la couverture. On en parle de la couverture. Elle est bof hein, quand même. Elle est pas folle la couverture, je suis en train de me dire. Elle est pas folichonne. Bref, c'est pas grave. Comme quoi, il faut pas se fier à la couverture parce que le bouquin est juste trop bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. N'hésitez pas à partager vos lectures en commentaire. Et puis voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine.